Bienvenue dans cette table ronde. Elle s'intitule « Quelle nécessité pour la formation continue pour l'industrie horlogère ?» Je vous présente maintenant nos invités. Nous avons dans l'ordre, en partant de la gauche, M. Riccardo Scolo. Vous êtes directeur du pôle technologie à l'IFAGE. Bonjour. Bonjour. Nous avons ensuite Séverine Favre, qui est responsable de la formation à la convention patronale de l'industrie horlogère suisse. Bonjour. Bonjour. Nous avons ensuite Monsieur Lichia, oui c'est ça, Philippe Lichia, qui est responsable qualité, responsable des casses à la Chearc. Bonjour. Oui, bonjour. Vous venez donc de Neuchâtel, comme Madame Favre. Jean-Daniel Dubois, vous êtes enseignant, vous êtes horloger depuis 4 générations dans votre famille aussi, vous nous en parlerez peut-être tout à l'heure. Et vous êtes le fondateur de JD Concept, une société de conseil. Bonjour. Et puis Stéphane Cruchot, vous le connaissez, une partie d'entre vous le connaît sans doute, responsable de la filière horlogère à l'école d'horlogerie de Genève. Bonjour. Bonjour. Voilà, je reprends ma petite feuille où j'avais mes notes. Si je me mélange les papiers, ça ne va pas aller. On va donc parler aujourd'hui de formation continue. La formation continue est peut-être pas un problème aujourd'hui, mais un sujet extrêmement important dans le domaine de l'horlogerie et de la microtechnique. On parle beaucoup dans ces domaines de numérisation, d'évolution technologique, de robotisation, des mots qui font parfois un petit peu peur, c'est vrai. Dans l'industrie horlogère spécifiquement, les choses évoluent très très vite, le secteur de production est soumis à de fortes pressions. Les limites techniques sont toujours repoussées, le niveau de qualité est toujours plus important. Alors comment est-ce qu'on fait pour arriver à suivre? Il ne suffit pas d'acheter des machines, il faut encore que les gens sachent s'en servir. Il faut former les hommes et les femmes qui utilisent ces machines pour suivre cette évolution. Afin de répondre à ce niveau d'exigence élevé, la formation continue, c'est précisément peut-être l'une des solutions, l'une des pistes. C'est ce qu'on va voir avec vous tous et toutes aujourd'hui. On va essayer de mettre en valeur la parole de ces représentants qu'on a aujourd'hui avec nous de divers instituts de formation et de la convention patronale pour tenter un petit peu de faire le tour de la question et de mettre en avant le potentiel qui est offert par cette forme d'apprentissage, la formation continue. Donc on va évoquer toutes les choses autour de la formation continue dans l'horlogerie pendant environ 1 heure, jusqu'à peu près midi. Et puis ensuite, à midi, la parole sera à vous, parce que vous aurez sûrement plein de questions à poser à nos participants ici présents. Et donc, il y aura un micro qui va se promener parmi vous et qui vous permettra d'interpeller les personnes ici présentes. Donc, si vous avez des questions qui vous viennent pendant le cours de la table ronde, essayez de les noter, en tout cas de les garder en tête. Vous aurez l'occasion de les poser dans une petite heure. On va peut-être partir d'un constat, d'un bilan des courses, disons, d'un état des lieux peut-être. Avec vous, Séverine Favre, l'horlogerie, la microtechnique est en évolution très rapide et ça s'accélère depuis ces dernières années. Alors oui et non. Je commence bien la journée parce que je vais faire une réponse très suisse. Oui et non. Vous le savez, c'est un domaine, un secteur horloger microtechnique qui évolue très vite, c'est vrai, sur les nouvelles technologies, sur les méthodes d'industrialisation, sur les nouveaux matériaux. Mais en même temps, paradoxalement, c'est aussi un métier de tradition. Donc on doit perdurer nos traditions, nos savoir-faire. Donc on est vraiment un métier ou un secteur dynamique face à ce qui se passe pour garder effectivement cette compétitivité internationale. Mais en même temps, ce qui fait aussi notre force, c'est de garder notre savoir-faire et nos traditions. Donc oui, ça évolue. Oui, il faut être tout le temps en observation de ce qui se fait. Mais c'est plutôt peut-être sur des nouvelles technologies, une méthode d'industrialisation qui est nouvelle. On le voit dans l'industrie aujourd'hui. Mais sur certains savoir-faire, on reste dans des traditions qui sont, je ne veux pas dire ancestrales, mais presque. Donc un double aspect comme ça. Double aspect. Monsieur Dubois, c'est également le constat que vous faites, vous qui êtes un grand connaisseur de la filière et de longue date. Oui, tout à fait. C'est vrai, je dirais que la technologie évolue, mais aussi le client évolue. La clientèle évolue, le produit évolue, les matériaux évoluent aussi. Et il est vrai qu'on doit combiner avec effectivement toutes ces traditions que l'on a. Je prendrai un exemple. Aujourd'hui, on fait des spiraux en silicium. Sait-on encore régler un spiral classique? On a ces technologies-là. Le silicium, c'est avant tout de la chimie, avant tout de la physique. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on sait encore faire un réglage traditionnel? Mais il est vrai que c'est très intéressant de voir cette évolution des technologies et l'adaptabilité qu'on doit faire par rapport à cela.
Ricardo Scolo, comment est-ce qu'on fait quand on est un institut de formation tel que le vôtre, hein? Je rappelle que l'IFAG, c'est l'Institut de formation des adultes à Genève, c'est bien juste? Exactement. Comment est-ce qu'on fait pour s'adapter quand on a un métier qui est à la fois, par exemple pour l'horlogerie à la microtechnique, comme on vient de nous l'expliquer ici, à la fois avec un aspect traditionnel et un aspect très évolutif, pour adapter la formation? Alors, effectivement, et j'espère que vous m'entendez, effectivement, le métier et la formation, elle doit s'adapter à la tradition. Donc, il y a des choses qui ne se modifient pas dans le temps. Donc, il y a de la formation de base qui doit rester. Mais par contre, c'est bien la formation continue qui nécessite d'évoluer par rapport aux nouvelles technologies. Et pour s'adapter, ce qui fonctionne bien dans le monde, je dirais, de l'horlogerie, c'est la connexion entre les centres de formation, les centres patronales et puis les associations et les entreprises. Donc, en réalité, les besoins, ils viennent directement par les centres patronales et par les entreprises et doivent être repris dans les centres de formation très rapidement. Alors, la formation de base ne doit pas forcément changer rapidement, mais la formation continue, elle doit s'adapter. Comment on peut arriver à répondre à ce besoin? Ben, pour nous, c'est ce contact continu entre les associations, les centres de formation et une réponse rapide. Les formateurs, souvent, sont des gens qui travaillent dans les entreprises et qui viennent donner des cours à la suite dans des centres de formation comme par exemple le nôtre, mais aussi dans d'autres centres de formation, pratiquement le tout. Ils trouvent le temps de travailler pendant le jour et venir encore partager leurs connaissances et leurs compétences le soir. En plus que ça, toute nouvelle technologie, elle doit arriver très rapidement dans le centre de formation aussi, au même temps qu'il arrive chez les entreprises, il doit arriver dans les centres de formation. Donc, c'est là où la réponse rapide et la possibilité des centres de formation de s'adapter, elle est nécessaire. Voilà. On va voir si votre collègue Neuchâtelot a le même avis sur la question, Philippe Lichia. Oui, alors absolument. La formation est fondamentale. Déjà, comme on dit, les technologies évoluent. Nous devons, dans notre métier, nous, en tant qu'enseignants, dans des écoles d'ingénieurs, orientés métiers, de toute façon, suivre cette évolution technologique. C'est absolument fondamental. On remarque aussi qu'il y a une particularité aussi en Suisse assez forte, c'est-à-dire qu'on a des niveaux de formation qui vont de l'apprentissage jusqu'au doctorat. Il y a 45% du secteur secondaire qui est dans l'arc jurassien typiquement. Donc il y a beaucoup d'industries, beaucoup de personnes qui se sont formées aussi à l'interne, qui ont exploité leur métier mais qui ont évolué au sein des entreprises. Et à un moment donné, avec l'évolution technologique, sont aussi obligés de se former. Faire une formation longue, c'est plus possible quand on a 40 ans, quand on a 50 ans, quand on a une famille. Donc la formation continue est effectivement une alternative vraiment intéressante. Également, la technologie évolue beaucoup, donc maintenant on n'a plus le choix. On sait aussi que en 2030, d'après une étude qui avait été faite par la Dell et puis l'Institut du Futur à Palo Alto, il disait que 85% des métiers en 2030 n'existent pas encore. Donc ça veut dire que les gens vont être obligés de changer leur métier et de plus faire ce qu'ils faisaient, ce qu'ils ont appris dans leurs études. Donc on est obligé de se remettre sans arrêt en question. Merci beaucoup Stéphane Cruchot. Au niveau de la formation initiale, il y a aussi, j'imagine, cette nécessité de s'adapter. C'est peut-être un peu plus difficile de réformer un cursus de formation initiale, non ? Je dirais qu'on retrouve ici autour de la table l'ensemble des acteurs de la formation, avec la formation continue qui est présente, mais également la convention patronale qui, elle, remonte les besoins, et il y a ce dialogue qui est constant. On a des contacts avec les entreprises. Donc ce double axe, la convention patronale et les ordonnances, qui est responsable des ordonnances et les besoins des entreprises, nous remontent. Et puis peut-être on en parlera plus tard, mais il y a des évolutions sur les métiers qui sont prises en compte et on s'adapte. Comme le disait M. Dubois, tradition et modernité, on est toujours à cet équilibre-là. Les enseignants qui sont ici aujourd'hui également, c'est vraiment, ils sont garants également. Je vois M. Gandolfi qui est juste ici, qui arrive de l'industrie. Donc
il amène aussi une certaine vision et les besoins de l'entreprise au sein de l'école. D'accord, donc selon vous, Monsieur Cruchot, et selon ce qu'on vient d'entendre, globalement, c'est cette perméabilité en fait entre le monde de la formation et le monde des professionnels qui permet aussi d'être en adéquation au maximum. Est-ce que c'est la constatation que vous faites, Madame Favre? Est-ce que vous dites aujourd'hui, oui, c'est OK, la formation arrive à suivre l'évolution des métiers? Mais je crois qu'on le voit, toutes les personnes qui sortent de formation, aujourd'hui, elles ont un bagage. Alors ceux qui sortent, comme vous, de formation initiale, vous avez un bagage. Les entreprises vont vous ouvrir les bras. Vous avez un bagage de base. C'est toujours ce qu'il faut savoir, c'est qu'on part avec des connaissances, on part avec un sac à dos qui est rempli, mais c'est que le début. Hein, là, vous sortez de l'école, ou vous allez sortir de l'école bientôt, vous êtes qu'au début de votre carrière professionnelle et vous allez être amené à évoluer constamment. C'est vraiment ça qu'on aimerait aujourd'hui démontrer avec tous les partenaires. Et comment est-ce qu'on le fait? C'est vraiment parce qu'on se parle entre les instituts de formation, les prestataires, entre les entreprises et nous qui faisons le relais pour dire, voilà, peut-être que dans 10 ans, alors c'est peut-être un peu loin, on arrive difficilement à imaginer quels seront les métiers dans 10 ans, mais dans 3-4 ans, on voit ou on sait que les entreprises auront besoin plutôt de tels professionnels dans un secteur. Donc, on va mettre l'accent sur ces compétences. Les entreprises elles-mêmes vont aussi se dire, nous, on a besoin de ces compétences, donc elles vont faire leur propre cycle de formation aussi en interne. Mais c'est parce qu'on se parle, parce qu'on est un réseau, qu'on arrive justement à vraiment être pointu dans le domaine de la formation et vraiment répondre aux besoins industriels d'aujourd'hui et de demain, si possible. Et de demain, il faut être un peu Madame Soleil là au niveau de l'économie et de la formation du coup. Monsieur Dubois, vous me disiez au téléphone quand on s'est parlé avant cette table ronde que c'était vraiment très très important aussi pour vous en termes de formation continue de maintenir les savoir-faire traditionnels. Ça c'est quelque chose qui est en danger, vous diriez aujourd'hui? En danger, je ne sais pas, mais il est vrai que c'est en tout cas très important. Je le disais tout à l'heure. On arrive sur des technologies de matériaux. Je reviens sur ce que je disais, les siliciums. Mais aujourd'hui, la montre traditionnelle, c'est quand même un réglage traditionnel. Est-ce qu'on sait encore faire un équilibrage dynamique? Est-ce qu'on sait faire un battement de spirale d'un dégoupille? C'est un peu basique, mais je crois que c'est très important. La même chose pour d'autres métiers. Lorsqu'on fabrique une roue, le pivotage, je parle de pivotage, on apprend un petit peu, vous apprenez un peu le pivotage, je pense, dans votre cursus d'apprentissage, mais faire un pivotage de manière industrielle et de qualité, c'est pas évident. Or, on le sait que c'est ce qui permet quand même d'assurer une transmission de force, je suis assez technique là, mais une transmission de force et de restituer en fait à l'organe réglant une qualité de puissance, d'énergie. Donc c'est ces choses-là, et aujourd'hui le pivotage, c'est pas quelque chose qu'on apprend. On n'apprend plus pivoteur, je crois en tout cas. Non, alors... Dans les nouvelles ordonnances de formation, les élèves qui sont présents ici sont des deuxième années. Qu'est-ce que vous en pensez de ce pivotage? Voilà, il y a des pouces qui se lèvent, tout le monde a l'air très enthousiaste. Non, mais c'est des métiers très importants. Je faisais une remarque l'autre jour dans une entreprise où on fait de l'ébavurage. Faire de l'ébavurage, il n'y a pas de formation à faire de l'ébavurage. Donc, c'est des formations aussi sur le tas, c'est des formations qui se font en entreprise. Et je crois que c'est très important aussi que les entreprises aient conscience de cette formation qu'il faut faire sur des métiers extrêmement basiques, pas forcément des métiers, comment il faut dire ça, des horlogers de pointe, mais aussi tous ces métiers-là. Et ça, c'est très important, finalement, d'assurer toute cette formation-là. Après, lorsqu'on a un bagage technique, ce qui me semble aussi intéressant, c'est pas simplement de rester, il a été dit tout à l'heure qu'on va changer de métier. Il est vrai que le bagage technique amène à des ouvertures. Aujourd'hui, on est très branché logistique, on est très branché manufacture 4.0, et plus le bagage est bon, plus ce bagage est bon, plus ça nous permet aussi d'avoir cette orientation et de faire des orientations par des cours de formation continue. Avoir de bonnes bases donc pour s'orienter vers l'avenir. Vous vouliez ajouter quelque chose, Monsieur Scolo? Je voulais justement rebondir sur cette notion que oui, les jeunes ils apprennent un métier, on parle de métier, mais en réalité, ce qu'il a la personne, c'est des compétences.
Et aujourd'hui, on parle beaucoup d'évolution, on parle de robotisation, on parle d'industrialisation 4.0. En réalité, c'est des compétences différentes qui seront demandées dans le même métier. Donc les compétences de base, quelqu'un qui a appris, comme on a dit, les métiers de base, ces compétences seront toujours nécessaires, mais peut-être on devra rajouter une compétence, savoir parler avec une machine, savoir parler avec un programmateur d'une machine, ce qui est encore légèrement différent, ou savoir interpréter des nouvelles compétences qui viendront se rajouter à votre métier. Et c'est ça, dans cette perspective, effectivement, je rebondis à nouveau, c'est sur cette collaboration et puis sur ce travail collaboratif qu'on a entre les instituts de formation, les entreprises, puis parfois c'est des conseillers, parfois c'est d'autres qui vont former les gens, que ce soit, de toute façon, aujourd'hui, chaque personne qui est dans un métier, il va continuer à apprendre tout le long de sa vie. Il n'y en a pas peut-être une année où on n'a pas appris de nouvelles compétences. Maintenant, ces compétences, elles seront amenées soit par l'entreprise elle-même, qui vous forme dans l'entreprise, mais soit dans des centres de formation. Donc, la formation continue, elle est je dirais, par plusieurs acteurs. Et il faudra que tous les acteurs se parlent et puis arrivent à gérer cette notion de formation continue. Merci beaucoup. Monsieur Cruchot, Oui, vous vouliez réagir. Je voulais revenir sur ce pivotage parce que c'est un excellent exemple de l'articulation entre les besoins des entreprises et les positions peut-être des écoles, et cette articulation entre tradition et modernité, entre besoin de rentabilité et de jeunes formés qui soient tout de suite employables. Et il y a aussi, c'est pas toujours, il y a aussi des équilibres à créer. Actuellement, pour répondre à M. Dubois, les deuxièmes années ont 24 jours, non, 18 jours, c'est ça, de pivotage en deuxième année, avant de passer un cours interentreprise qui compte dans le CFC. Et je sais que quand les nouvelles ordonnances ont été retravaillées, il y avait des équilibres qui ont dû se faire sur est-ce que c'est encore nécessaire et utile. Mais on voit que là, on a ces équilibres qui se font. Et utile pourquoi ? La défense, c'est aussi de dire on a une certaine sensibilité, on va développer une sensibilité qui sera utile, ou une connaissance. Monsieur Scolo parlait de la personne qui ira parler avec les micromécaniciens qui sont là devant, qui vont certainement usiner des axes de balancier avec leurs machines. Mais voilà, il y a une sensibilité, il y a une connaissance de la matière pratique qui sera utile le long de leur savoir, de leur carrière professionnelle. Séverine Favre, vous voulez ajouter quelque chose sur ce sujet ? J'aime bien la question du pivotage. Effectivement, c'était il y a 4 ans environ, quand on a commencé de réformer les métiers horlogers, c'était la question essentielle. Qui doit encore faire du pivotage ? Est-ce qu'on doit finalement toujours apprendre le pivotage alors que vous n'allez jamais en refaire, ou très probablement jamais en refaire en entreprise ? Et puis on avait alors effectivement les conservateurs qui disaient le pivotage, il ne faut jamais l'enlever de la formation, même si personne ne va en faire. C'est le savoir-faire, c'est ce qui va apprendre le geste fin, hein. C'est ça qui va permettre d'aller plus loin. Alors moi qui ne suis pas du domaine technique, il fallait déjà que j'intègre cette notion aussi de faire du pivotage pour aller plus loin alors qu'on ne va jamais en refaire, mais à quoi ça sert ? Ok, on m'a montré, on m'a démontré, on m'a même convaincu de garder le pivotage. Mais il faut aussi se rendre compte que finalement, c'est très difficile dans cette industrie horlogère de répondre à tous les besoins. On doit sans cesse être en négociation parce que vous avez des entreprises ou des groupes d'entreprises aujourd'hui pour qui le pivotage, ça signifie plus rien. Ça ne sert à rien, ils ne vont jamais en faire. Et puis, il y a d'autres défenseurs d'autres entreprises qui vont dire non, le pivotage, ça reste une tradition qui fait partie du métier global d'horloger. Un horloger sans pivotage, ce n'est pas un horloger. Je vous laisse juger. Donc, on doit faire au milieu de tout ça une formation. Encore une fois, on est dans la formation pour vous de base, puis de se dire, est-ce que le pivotage, on le garde ou pas ? Et si oui, on le garde, il ne faut quand même pas que ça prenne trop de place au détriment d'autres compétences qui vont permettre de faire évoluer le métier. Donc, on doit en garder un petit peu. On ne peut pas en garder trop parce que sans cesse, et vous l'avez dit, M. Scolo, on doit rajouter des compétences pour vous ouvrir à d'autres métiers ou à d'autres compétences qui viennent se surajouter. Donc plus on en rajoute, forcément, il faut enlever un petit peu.
Et c'est ce qu'on essaye de faire dans l'évolution des métiers, c'est de ne pas aller trop vite en disant non, le pivotage ou typiquement le réglage avec le silicium, ça va évoluer, il n'y aura plus besoin des mêmes compétences. Mais aujourd'hui, il y en a encore besoin parce que tous nos produits sont encore faits de manière traditionnelle avec non pas du silicium dans les mouvements. Et donc, on doit garder ces gestes encore traditionnels, même si on voit peut-être une évolution dans les prochaines années où ce réglage, ça sera différent. Bon, le pivotage, voilà un exemple concret, pratique, qui illustre, je trouve vraiment très très bien, les difficultés, les défis, les questions que se posent les responsables de formation et de formation continue aujourd'hui dans les milieux notamment de l'horlogerie et de la microtechnique. Monsieur Lichiev, vous vouliez ajouter quelque chose? Tout à fait. Je trouve quelque chose de fondamental qu'il faut mettre aussi du côté de l'entreprise, de l'industrie. L'industrie ne peut pas juste rester sur la tradition, parce qu'effectivement, il y a pas mal de technologies qui évoluent. Et surtout, les nouveaux acteurs, les nouveaux employés de ces entreprises sont des générations de plus en plus jeunes. Donc en fait, ce sont des jeunes qui, eux, aiment la technologie, qui ont besoin de cette technologie et qui ne sont plus d'accord non plus de faire le travail de leurs parents ou grands-parents. Et à un moment donné, il faut un peu aussi être capable de les séduire dans l'entreprise et être capable de se rendre compte finalement comment garder les gens dans des métiers qui sont fondamentaux, qui peuvent être manuels, qui apportent de la haute valeur ajoutée, et comment finalement changer son moyen de production pour évoluer aussi vers les technologies qui garderont les jeunes chez eux. Et après, alors moi je ne suis pas non plus horloger, donc pivotage ou pas, je ne sais pas, mais c'est vrai que je sais qu'il y a de nouvelles technologies qui arrivent, et c'est vraiment fondamental selon moi de pouvoir continuer à séduire les jeunes et de pouvoir leur apporter un moyen de s'épanouir. Parce que maintenant, les jeunes ne vont pas rester dans une boîte toute leur vie. Il faut que ça séduise, il faut qu'ils trouvent du sens à leur travail aussi, qu'ils aient du plaisir à leur travail. Et cette notion de plaisir est quelque chose de fondamental aussi à intégrer. C'est avec cette notion de plaisir qu'on va clore cette première partie. On était censé la faire un petit état des lieux, voir un peu quels étaient les défis, les changements, qu'est-ce qui se posait en matière de questions autour de cette formation et de cette formation continue. On a vu qu'il y avait à la fois cette exigence de maintenir des métiers et un savoir-faire traditionnel et l'exigence d'évoluer vers la modernité, vers la numérisation et la robotisation. C'est un petit peu voilà, la difficulté, la tension qu'il peut y avoir entre ces deux choses. Et puis, une autre difficulté, maintenir, bien sûr, coûte que coûte le lien, et c'est lié, entre instituts de formation et entreprises. On a vu que ça se faisait notamment grâce aux enseignants qui viennent souvent de milieux professionnels et qui apportent leur savoir-faire et leur sensibilité. Voilà pour le petit résumé de cette première partie. On va en venir maintenant plus spécifiquement aux détails de ce qui peut être offert en matière de formation continue pour maintenir le plaisir, comme disait Monsieur Lichia, pour maintenir l'attractivité pour les professionnels, pour ceux qui sortent de formation initiale, pour ceux qui sont en cours de carrière. Il se trouve que cette formation continue, c'est un terme que vous avez sans doute souvent entendu en ce moment dans les médias, en politique. Visiblement, c'est quelque chose qui a le vent en poupe, pas seulement dans le secteur de l'horlogerie et de la microtechnique. Séverine Fabre, il y a d'ailleurs un cadre légal que vous pouvez nous rappeler maintenant. Alors, oui, en quelques mots, c'est vrai que c'est une question qui touche pas uniquement le secteur horloger et microtechnique, c'est une question qui est menée aussi au niveau de la Confédération, avec finalement une politique, qu'est-ce que sera la formation Vision 2030 ? Alors, ça paraît très loin, mais en même temps, on sait que quand on veut modifier des formations, ça prend du temps. Et puis, quand on évalue les besoins de demain, on sait que quelqu'un qui commence une formation, il vaudra 5 ans pour arriver sur le marché du travail avec les compétences qu'on a voulu lui faire acquérir. Donc au niveau de la Confédération, il y a tout un programme qui se développe aujourd'hui face à cette politique 2030 où on a identifié quasiment 10 lignes directrices. Alors je ne vais pas vous les faire parce que ce n'est pas forcément très intéressant. Par contre, il faut savoir qu'une des lignes stratégiques, c'est vraiment l'accent sur la formation. Alors on l'appelle plus formation continue, on dit vraiment formation tout au long de la vie. La nuance, elle est très, très faible, mais ça veut bien dire que quel que soit son âge, quel que soit son secteur, quel que soit finalement la formation de base qu'on a eue, on doit toujours penser à évoluer.
on doit se dire, OK, aujourd'hui, comme je vous disais tout à l'heure, on sort avec un sac à dos. Ce sac à dos, c'est celui qui va nous accompagner, c'est notre socle, c'est celui qui nous donne une certaine assurance, c'est celui qui nous a appris des compétences techniques, mais ça ne s'arrête pas là. On doit constamment se réapproprier d'autres compétences. Et c'est vraiment le message aussi de la Confédération qui dit qu'on va mettre l'effort sur la formation continue, sur la formation tout au long de la vie, c'est-à-dire à la fois pour des adultes, en développant des filières. Ça veut dire aussi intégrer peut-être des migrants dans le cadre de la formation pour pouvoir justement aussi correspondre aux besoins industriels de demain. Donc c'est vraiment un programme très vaste qui est pensé au niveau confédéral. Voilà, donc il y a un cadre politique, il y a une volonté politique, ça c'est plutôt bien, j'imagine, Ricardo Scolo, quand on a un institut de formation et qu'on se sent porté en plus par les pouvoirs publics. Effectivement, c'est très important de parler de formation. Nous, on est convaincus, la valeur qui est dans les entreprises n'est pas seulement la valeur du produit qui sort, c'est la valeur aussi de la formation et du niveau de formation des personnes qui sont dans cette entreprise. Et pour nous, c'est une question de valeur partagée, si on veut dire ça, parce qu'une entreprise pourra évoluer seulement autant que les compétences internes à cette entreprise évoluent. Dans le domaine de la formation, effectivement, on a le soutien de l'État. Mais là aussi, on a parlé d'évolution de technologies dans les entreprises, mais aussi dans la formation. Il y a une évolution très rapide dans les manières de former. Il y a la formation digitale, la formation continue tout au long de la vie, mais même de la formation continue tous les jours. On parle aujourd'hui de pouvoir faire des très bref parcours de formation, peut-être même que 10 minutes par jour. Après, on parle de serious gaming, on parle de beaucoup de types de formations continues qui sont d'un côté mises en place par les instituts, mais de l'autre côté aussi par les entreprises eux-mêmes. Donc, à nouveau, il y a cette notion de collaboration entre entreprises, instituts de formation et puis institutions et associations qui permet de voir dans quelle direction chacun des acteurs est amené à travailler. Les instituts de formation continue pour les adultes, ils se dirigent aussi dans les nouvelles technologies, donc dans plus de digital, dans plus du jeu, mais en même temps restons sur les compétences de base qui doivent être acquis et pour nous doivent être aussi, pour moi, pour le métier de l'horloger, ça reste un métier aussi de tradition. Il ne faut jamais oublier les traditions, même si on veut évoluer dans le futur. Voilà. Merci beaucoup. Philippe Lichia, comment est-ce que ça se passe dans le canton de Neuchâtel, qui est un canton éminemment horloger, axé aussi sur la microtechnique? L'économie du canton repose beaucoup sur cette branche. Quelle est la volonté politique au niveau de la formation continue? Alors la volonté politique, je ne la connais pas vraiment, je vous avouerai. Disons qu'il y a beaucoup de choses. Les politiques veulent beaucoup de choses à moindre coût. Donc ça, c'est toujours un peu le même souci. Donc en fait, il y a surtout, je pense, une passion des acteurs de la formation qui veulent transmettre. Et aussi bien, effectivement, comme disait M. Scolo, en entreprise, il y a des formations internes, il y a des gens qui veulent transmettre leur savoir-faire. Ça, c'est quelque chose qui vont animer vraiment les gens. Donc effectivement, quand on rend compte qu'il y a des besoins, qu'on peut faire évoluer les gens vers quelque chose de mieux, qu'ils se sentent mieux dans leur travail aussi. Je reviens à cette notion de plaisir et d'avoir envie d'aller travailler dans une bonne équipe. Faut être conscient aussi que les entreprises doivent être capables, dans ces formations, d'accompagner aussi des gens. Parce que souvent les gens, nous on le vit parce qu'on travaille aussi le soir après pour les formations continues. On est obligé de travailler jusqu'à 21h les jeudis soirs, on a des journées complètes. Souvent les gens prennent ça sur leur temps à eux, se payent peut-être même eux-mêmes ces formations-là, alors que c'est pas toujours évident pour les gens. Mais c'est vrai que politiquement, plus on fait de choses, plus les politiques sont contents. Voilà, mais... Séverine Fav, vous vouliez ajouter quelque chose? C'est vrai, on parle de formation continue. On pense toujours à la formation continue des adultes, où on les connaît, on est adultes nous-mêmes, enfin on essaye de l'être. Mais on doit parler à des jeunes, à vous. Et puis on sait très bien aujourd'hui que finalement, vous n'avez
pas la même mentalité que la nôtre en termes de formation continue. Passer sur des bancs d'école, comme on le fait peut-être nous encore aujourd'hui, de 18h à 23h, ça vous branche que moyennement. Donc, on doit aussi trouver des méthodes, des moyens d'enseignement pour vous permettre d'acquérir les compétences dont on parle pour aller plus loin. Et ce n'est pas toujours évident de se dire on doit combiner avec une vie professionnelle, avec une vie familiale, qui viendra peut-être après, mais en tout cas, aujourd'hui, c'est peut-être une vie sociale active, puis de se dire, mais quelles sont finalement les formes qu'on peut aussi développer, qu'on peut mettre sur pied pour correspondre à vos propres besoins, qui correspondent bien sûr à ce dont a besoin l'industrie. C'est le but, c'est de faire un peu matcher tout ça entre les besoins des différents acteurs. Mais aujourd'hui, on doit repenser cette formation continue par rapport à votre philosophie de vie, par rapport à votre idéologie ou votre motivation. Et c'est vrai que parfois, on se dit, mais finalement, ils ont qu'à aller le samedi matin, comme on l'a fait nous. Oui, pas toujours. C'est vrai que c'est parfois difficile après une journée de travail de retourner se former ou de sacrifier une partie de son week-end. C'est l'un des obstacles dans cette problématique de la formation continue. Et donc on glisse, merci pour la transition Séverine Favre, vers le chapitre suivant à l'intérieur de cette deuxième partie qui devait être justement consacré aux obstacles, à ce à quoi se heurte cette formation continue pour être mise en place et développée, parce qu'il y en a quand même quelques-uns des obstacles. Stéphane Cruchot, vous vouliez réagir peut-être par rapport à ce qu'a dit Madame Favre. Je voulais juste faire le lien parce qu'on a nos élèves qui sont là, on leur parle de formation continue alors qu'ils n'ont encore pas fini la leur de formation. C'est un peu décourageant. Voilà, c'est un peu décourageant, ils ont juste envie de finir, d'aller en entreprise. Mais ce qui se joue, si on fait le lien avec ce qu'on a dit précédemment et l'Institut de formation que je représente, le besoin de répondre aux besoins, on a parlé de quelque chose d'ancestral, mais il y a des signaux qui nous remontent sur les besoins. Et c'est notre responsabilité, je dirais, parce que ce qui se joue aujourd'hui de notre côté, Institut de formation, mais le vôtre, c'est votre employabilité. Si nous ne sommes pas réactifs aux besoins des entreprises et si vous n'êtes pas réactifs à ces besoins par la suite, ce sera votre employabilité qui est en jeu. Et je prendrai un exemple, parce qu'on a cité un exemple du pivotage, mais un exemple de choses qu'on peut mettre en place et qu'on met en place, c'est les besoins liés aux méthodes et à la qualité. Et là, on a mis en place de nouveaux cours en étant quelque chose qui est un plus école et qui est en train de se monter également. On s'est vu encore la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, avec M. Scolo à ce propos. Et on a cette responsabilité-là et on s'implique dans ces changements-là. Et ça, c'est vrai que c'est votre future employabilité. Et dans le futur, la formation continue, c'est ça l'enjeu. Il est là, c'est votre employabilité, ce que vous pourrez faire dans les entreprises. On reste avec vous, Stéphane Cruchot, puisqu'au chapitre des obstacles, il y a aussi, moi je me l'imagine, c'est une supposition de béotienne, quelques lourdeurs administratives peut-être. Comment est-ce que vous ressentez ça, pour ce que vous pouvez en dire au niveau de la formation initiale dans le canton de Genève? Quand vous voulez réformer un cursus, vous te dites, voilà, dans l'enseignement qu'on donne aujourd'hui, c'est plus adapté, il faut changer ça. C'est compliqué ou pas? Alors ça, c'est une question... Joker. Non. On pourrait être plus agile, on souhaiterait être plus agile et on dépend quand même d'un département de formation qui est une grosse machine. Et voilà. Et effectivement, on souhaiterait être plus agile. On a un cadre qui nous limite, mais on s'agite, on bouge et puis on met de l'énergie pour répondre à ces défis et puis vraiment... pour coller à ses besoins. Parce que vraiment, on a à cœur, parce que si on forme des jeunes qui ne trouvent pas d'emploi parce qu'ils sont pas adéquats par rapport aux besoins du marché, ça n'a aucun sens. On pourrait être plus agile, c'est ce qu'on retiendra. On n'a malheureusement pas de représentants des pouvoirs publics autour de la table aujourd'hui. S'il y en a dans le public, il ne faut surtout pas hésiter à se manifester. Ricardo Scolo, est-ce que la formation continue est plus agile, justement, vous diriez, que la formation initiale? Est-ce que c'est plus facile de la faire évoluer? Clairement, nous, on a moins de contraintes si ce n'est pas répondre aux besoins des associations et
dans la formation continue. Dans la formation de base, par contre, je reste convaincu, certains éléments ne vont pas évoluer dans le temps. Certains éléments, ils doivent rester tradition. Donc, il ne faut pas non plus vouloir changer les métiers de base très rapidement et tout le temps avec n'importe quel changement. Les difficultés que nous, on voit dans la formation continue, c'est justement être réactif. C'est une question plutôt d'argent et de choisir la bonne direction aussi, dans le sens que parfois, on parle, il y a des technologies qui deviennent à la mode, il y a la mode d'en parler pendant une année, et puis ça se termine tout de suite. Donc, il ne faut pas non plus réagir. Nous, on essaye d'anticiper les besoins, mais si on anticipe trop, parfois, c'est aussi du travail perdu. Mais voilà, les institutions de formation continue, ils sont là pour répondre à ce besoin d'agilité et de formation à la suite. Donc, c'est notre rôle, si on veut dire ça. Alors, on a autour de la table aujourd'hui, évidemment, des gens qui sont convaincus de la nécessité de généraliser et d'offrir beaucoup de formations continues. Est-ce que c'est le cas aussi dans les entreprises, par exemple pour vous, Monsieur Lichia? Vous avez le sentiment que dans les entreprises, tout le monde est convaincu de cette nécessité? Alors, il y a des besoins. C'est clair qu'on se rend compte qu'effectivement, puisque les choses évoluent, il faut que les gens se forment. Maintenant, qui va permettre effectivement cette formation? Est-ce que c'est l'entreprise qui va dégager du temps, qui va payer la formation, qui va mettre les moyens? Et là, ça va peut-être s'opposer un petit peu entre les grandes entreprises et puis les PME qui n'ont pas toujours les moyens suffisants non plus pour payer ces formations. Donc il y a un problème du coût de la formation, ça c'est évident. Donc plus difficile pour les PME, vous diriez? Plus difficile pour les PME, effectivement, de former les gens, parce que quand vous formez les gens, déjà, ils ne sont pas sur le terrain pour travailler, pour faire le travail pour lequel ils sont payés, qui va être vendu aux clients, donc qui répond aux besoins de leurs clients. Donc effectivement, d'être capable d'investir et de se rendre compte que finalement, la formation, c'est vraiment un investissement et ce n'est pas un coût. Par contre, effectivement, de notre côté, et puis on parlait un petit peu des pouvoirs publics ou des instances, typiquement pour nous la HESSO, qui nous obligent effectivement à être rentables, absolument. Et donc on a des formations qui sont quand même relativement chères au final, qui ne permettent pas l'accès à ces formations à tout le monde. Un autre aspect qui intervient, et puis c'est là que mon cœur balance des fois dans les formations plutôt traditionnelles, académiques, qui donnent des titres, on a un niveau académique minimum requis. Et souvent, il y a des personnes, que je vous l'ai dit avant, qui ont évolué au sein de l'entreprise, qui ont eu un bagage, qui ont été formés, qui ont évolué dans leur entreprise, qui n'ont pas le niveau académique requis et qui ne pourraient pas être formés. Alors nous, on est presque plus à vouloir faire des sortes de training on the job, d'aller vraiment dans les industries, dans les entreprises, de voir quels sont les besoins et de développer un petit peu une formation sur mesure, intégrant finalement tous les acteurs, tous les managers, tous les leaders qui sont là-bas. Parce qu'il faut savoir aussi qu'il n'y a pas que le savoir-faire qui est important, il y a aussi le savoir-être. Et il y a des personnes qui n'ont pas des diplômes académiques, mais par contre, qui sont capables d'emmener les gens, qui sont capables d'emmener leurs équipes. Et il faut être capable aussi de pouvoir donner cette dynamique à l'interne de l'entreprise, qui est une sorte de culture d'entreprise aussi qui se crée dans l'entreprise, pour qu'il y ait un esprit d'équipe, pour que tout le monde avance ensemble, qu'on décloisonne et que finalement tout le monde soit au service de l'autre et du bien commun. On va faire réagir Madame Favre tout de suite, mais je voulais entendre Monsieur Dubois là-dessus, parce que vous connaissez à la fois très bien le monde de la formation et celui de l'entreprise. Donc, quel est votre sentiment sur cette question des sensibilités, des mentalités? Bon, je crois que maintenant, il y a une prise de conscience qu'il faut absolument former dans les entreprises pour assurer l'évolution, pour assurer la pérennité de ce métier qui est l'horlogerie, ce beau métier qui est l'horlogerie. Encore une fois, qui s'adresse à l'émotion, parce qu'aujourd'hui, on ne fait plus un produit horloger qui donne forcément l'heure, on fait un produit horloger qui donne de l'émotion. Et je crois que cette émotion, elle doit aussi se traduire par l'envie, c'est-à-dire de garder cette envie, pas seulement de suivre des cours post-grade, de suivre des cours parce que l'employeur nous le demande, c'est de garder l'envie de vouloir se former, l'envie d'être toujours plus performant, et l'envie d'être justement au service de ce produit qui est exceptionnel, qui est une montre. Sur les 1 milliard et quelques montres qui se font, on parle quand même de quelques pourcentages très faibles de montres qui font rêver. Et c'est de garder cette envie, donc d'avoir toujours... je crois que les entreprises ont
pris conscience maintenant, malgré les coûts, parce que c'est un coût important, hein, la formation dans une entreprise, il ne faut pas le négliger, que ce soit des apprentis, mais que ce soit aussi la formation continue, c'est des coûts importants. Alors, on a parlé de PME, il est vrai que c'est d'autant plus important pour la PME. Un, il faut que l'entreprise veuille le faire, et deux, c'est vous, parce que le futur c'est vous l'évolution, et c'est à vous de garder cette envie, finalement, de toujours viser cette excellence, toujours vouloir s'améliorer, toujours vouloir faire sa performance, et parfois avec effectivement des sacrifices. Merci beaucoup, Séverine Favre. Est-ce que les entreprises sont vraiment persuadées de la nécessité de former leur personnel toute la vie ? Comment vous dire, je vais reprendre la première formule, oui et non. Oui, bien sûr, il y a certaines entreprises qui sont très conscientes que la formation continue, elle est un plus et elle est nécessaire. C'est même une exigence dans certaines entreprises. Et puis d'autres, plus petites, des plus petites structures, comme vous l'avez très bien dit tout à l'heure, sont plus difficiles à envoyer les collaborateurs en formation. Ils ne sont pas là sur le lieu de travail quand on a besoin d'eux. Ils sont en formation, ils apporteront d'autres compétences par la suite. Mais c'est vrai qu'il y a un décalage entre les entreprises qu'on représente. Ça, c'est évident. Mais d'un point de vue général, dans la conscience générale, je dirais, tout le monde est convaincu qu'il faut construire sur ses compétences. Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Est-ce que vous avez des clés ? Déjà, vous me direz, si vous aviez une baguette magique, vous l'auriez déjà utilisée, mais pour faire progresser cette idée. Mais je crois qu'il faut la faire progresser, non pas seulement au sein des entreprises, mais c'est un travail qui est à faire qui est un travail global, qui est non seulement à faire dans les entreprises, c'est sûr, mais aussi auprès des futurs participants aux formations. Tout le monde n'a pas envie d'être formé, tout le monde n'a pas envie de sortir de l'école puis de continuer à se former. Donc on est dans ce monde qui évolue, on l'a dit, hein, c'est le maître mot aujourd'hui, les métiers évoluent, les compétences évoluent très vite, mais on n'a pas tous envie de se retrouver tous les 5 ans tous les 5 ans. C'est long, peut-être même tous les 6 mois ou toutes les années, ou peu importe le rythme, mais de se dire qu'on doit continuellement apprendre. On a aussi envie d'avoir un temps pour tout, mais au risque de rester sur le carreau un petit moment et donc de quitter le marché du travail. Donc il faut vraiment être vigilant puis de se dire, mais aujourd'hui, je ne me forme pas pour l'entreprise, je me forme, et là, M. Dubois, vous l'avez très bien dit, je me forme avant tout par passion et je me forme avant tout par rapport à mon intérêt personnel. Ce n'est pas forcément parce que mon entreprise me le demande, ce n'est pas forcément parce que l'entreprise m'a fixé des objectifs, mais moi, qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Est-ce que c'est le moment pour me lancer dans une formation qui va durer 2 ans, qui va peut-être durer 6 mois, peu importe. Mais c'est avant tout de s'entendre puis de se dire, oui, finalement, maintenant, c'est le moment. J'ai peut-être pas de famille, ou j'en ai encore une, ou juste pas, voilà. Donc, c'est des besoins individuels. Et c'est là-dessus qu'il faut vraiment aussi se positionner. C'est pas parce que l'entreprise attend, c'est parce qu'on a cette envie et cette passion, là, dans un instant présent. Et vous en parlez d'autant plus à propos, Séverine Favre, que vous êtes vous-même en formation, si je ne me trompe. Est-ce que vous voulez nous en dire un mot ? Oui, alors, moi, c'est vrai, j'ai l'habitude de jamais... j'adore apprendre. Et là, c'est vrai, j'ai recommencé, alors plutôt dans le côté académique, j'ai recommencé un bachelor en droit. Donc j'ai déjà un bachelor en poche de psycho, j'ai un diplôme en criminaux, j'ai un MAS en ressources humaines. Puis finalement, je trouve assez sympa, à 42 ans et des poussières, de se dire que on retourne à l'Uni et puis on se retrouve avec formation d'adultes, avec d'autres adultes, pour finalement acquérir encore un autre bachelor. Puis en fait, moi, je me suis fixé non pas un objectif, c'est d'avoir du plaisir évidemment dans la formation, mais pas un objectif en me disant je fais cette formation pour changer de métier. J'ai déjà changé 2 fois de métier dans ma vie, donc je me dis ça sera peut-être l'occasion une 3e fois, mais c'est surtout de me dire j'ai du plaisir à apprendre, puis peut-être qu'avant mes 50 ans, dans quelques années, je pourrais atteindre l'objectif d'être avocate. Pourquoi pas ? Peut-être pas, on verra. Mais l'intérêt aujourd'hui, c'est de me dire je reste sur le marché du travail, je sais que c'est un job. Bon, certains nous disent qu'il va disparaître dans 5 ou 6 ans, le métier d'avocat. Mais des juristes, par exemple, il y en aura toujours besoin. Mais en même temps, est-ce que c'est vraiment ça qui m'intéresse ? Je ne sais pas, mais je mets différents packages toujours dans mon sac à dos et puis on verra bien où ça me mène. Merci beaucoup pour votre témoignage. J'espère que ça fera réfléchir tout le monde ici. C'est assez impressionnant. On n'est pas tous obligés de viser d'avoir 3 ou 4 bachelors au bout du compte, mais enfin, c'est peut-être quand même une logique, une volonté, une démarche effectivement très
très inspirante pour certains des jeunes gens qui sont là aujourd'hui et des moins jeunes, puisqu'on voit qu'à tout âge, c'est évidemment possible, comme vous nous le disiez tout à l'heure. Donc voilà, pour cette deuxième partie, on a vu un petit peu les obstacles qui se dressaient sur la route de cette formation continue, à la fois au niveau parfois de la mentalité des employés eux-mêmes, qui n'ont pas forcément envie de retourner sur les bancs de l'école. C'est pas facile, toujours, pour un adulte, hein. On y a déjà passé 2 ans, 3 ans, 4 ans, puis on n'a pas forcément envie d'y retourner. Qui n'ont pas forcément envie non plus de se remettre à étudier après une journée de travail, ou bien un week-end. On a envie de se reposer, d'avoir son temps libre. Donc évidemment, des difficultés de ce côté-là. Et puis aussi peut-être dans la mentalité des entreprises, à qui ça coûte cher, cette formation continue, et qui considèrent eh bien, cette dépense justement uniquement comme une dépense et non pas comme un investissement, alors que c'en est un, vous nous l'avez expliqué, c'en est un, c'est un investissement pour l'avenir du secteur économique tout entier et des employés eux-mêmes, bien sûr, donc de l'entreprise. J'en perds ma voix. Voilà pour cette deuxième partie. Dans le troisième acte de cette table ronde, moi j'aurais voulu savoir ce qu'on pouvait dire, on en a déjà un petit peu parlé, hein, mais aux jeunes qui nous écoutent aujourd'hui, parce qu'ils sont là en train de se dire, bon, moi je viens déjà de faire 2, 3, 4 ans d'école, et puis ce qu'on m'annonce aujourd'hui, c'est que je vais devoir y retourner, et puis y retourner encore, et puis y retourner encore. Donc Stéphane Cruchot, qu'est-ce que vous dites à vos étudiants aujourd'hui en la matière ? J'ai anticipé un peu le sujet, mais vraiment c'est cette histoire d'employabilité, hein, de garder de l'employabilité. Nous travaillons pour leur en donner le plus possible en restant en lien avec les besoins. Donc c'est vraiment eux aussi de garder cette envie. J'aimais bien ce que disait M. Dubois, parce qu'il y a 2 semaines, nous avons fait une visite chez un ancien de l'école qui est un horloger indépendant. Il y en a pas beaucoup, et puis je lui redemandais comment il avait fait pour arriver à cette place-là. Et en fait, c'est vraiment à un moment donné, bon, il y a tout un faisceau de choses qui fait qu'il est arrivé là, mais il s'est reformé avec une formation assez importante en construction, et qui lui a permis d'atteindre les objectifs qu'il s'était fixés. Et j'aime bien cette idée aussi d'avoir l'envie d'aller de l'avant, et puis d'avoir un projet peut-être qui porte, un projet professionnel ou personnel. Qu'est-ce qu'on leur propose alors à ces adultes, à ces jeunes adultes ou à ces adultes de tout âge, Ricardo Scolo, concrètement? Qu'est-ce que vous pourriez citer comme formation que vous offrez aujourd'hui dans l'horlogerie, dans la microtechnique, pour donner un exemple précis de quelque chose et qui marche bien si possible? En réalité, je dirais toute la formation continue, elle marche bien parce que on voit bien que les élèves qui viennent, ils ont cette passion, ils ont cette volonté, et c'est ça qui fait la réussite des formations en tant que telles. Mais c'est clair que dans notre domaine, et dans le domaine horloger, dans toutes les branches d'horlogerie, on donne beaucoup aussi des formations dans le domaine de l'informatique, par exemple, parce qu'il y a de plus en plus de programmation qui vient pour les micromécaniciens ou pour les polisseurs. On apprend pour les micromécaniciens à travailler sur des machines automatisées, donc des personnes qui ont, peut-être vous l'avez déjà vécu, mais des personnes qui ont un âge différent que le vôtre, ils ont besoin de se former à ce type de formation. Après, à la suite, je dirais, c'est l'autre élément qui est en train de se construire autour de la table. Il y a beaucoup d'acteurs. C'est la qualité, je dirais, la qualité qui est nécessaire dans votre branche. C'est une notion qu'on vous inculque du départ, mais il y a plusieurs offres de formation pour évoluer aussi dans le domaine de la qualité. Et je laisserai peut-être parler d'autres acteurs qui sont ici autour de la table sur ce type de formation. Philippe Lichia, vous êtes venu tout à l'heure avec des flyers. Donc, oui. Vous avez visiblement des propositions concrètes à nous faire. Il y a notamment celui-ci avec des petites abeilles et puis un autre. Expliquez-nous. Oui, donc nous, on propose effectivement plusieurs types de formations, des CAS, des MAS. Vous pouvez peut-être expliciter CAS et MAS, c'est peut-être pas clair pour tout le monde. C'est le Master of Advanced Science et le Certificate of Advanced Science, vraiment dans le cadre de la HESSO. Ce qui donne des compléments au bachelor finalement, avec des crédits SETS qui sont des crédits européens en fait, qui sont valables finalement dans toute l'Europe. Donc ça c'est reconnu, donc c'est certifiant, c'est vraiment intéressant pour les personnes qui cherchent un petit peu à avoir des titres pour leur CV.
Donc on essaye effectivement par rapport à ces formations d'être très très proche des industriels et des besoins qui sont dans l'industrie. Si je prends le CAS à LMQ, donc Lean Manufacturing et Qualité, qu'on va ouvrir en septembre, si on a suffisamment d'inscrits, c'est toujours un peu le même problème. Là, on se rend compte qu'il y a vraiment un vrai besoin pour accompagner les gens dans le changement. Donc il faut des gens sur le terrain qui sont capables d'utiliser des outils, du Lean, tout en respectant un petit peu l'humain, que l'entreprise ait un rôle social vraiment important, de telle manière à ce que le personnel ait confiance dans l'évolution, parce que quand on veut partager, quand on veut se former, quand on veut évoluer, il faut partager les bonnes pratiques. Et si on partage les bonnes pratiques, moi je suis un bon praticien, j'ai mon voisin qui l'est moins, moi je suis sûr d'avoir la place, si tout d'un coup il y a un problème. Si maintenant il n'y a pas la confiance dans l'entreprise, que les personnes vont finalement, par peur, garder finalement leur savoir-faire, il n'y aura pas d'échange, il n'y aura pas d'évolution de l'entreprise, on ne pourra pas être aussi agile dans la façon de travailler. Donc là, le but de ce CAS LMQ, c'est d'apprendre à utiliser des outils, d'impliquer les gens, de se rendre compte aussi que tout le monde a un cerveau. Et ça, c'est fondamental. Ce n'est pas que les techniciens, pas que les ingénieurs, pas que les docteurs, mais ceux qui travaillent aussi sur les machines, qui travaillent à l'atelier, sur l'établi, ont des idées parce que c'est eux qui font les pièces, c'est eux qui travaillent dessus et puis c'est eux qui peuvent être impliqués là-dedans. Donc ça leur donne aussi une responsabilité, ça leur donne aussi du plaisir parce qu'ils se sont reconnus, une reconnaissance, et c'est ça qu'on veut finalement amener. C'est comment apprendre à apprendre quelque part, comment résoudre des problèmes. Souvent un problème c'est quelque chose de négatif, et puis les gens, là maintenant on va leur dire, voilà, le problème c'est une opportunité de progresser, et il faut l'identifier, et il faut le résoudre ensemble. Apprendre à apprendre, voilà une formule intéressante. Stéphane Cruchot, c'est ce que vous faites avec vos étudiants? C'est la même problématique au niveau de la fabrication, l'enseignement. On a des tenants de la tradition au niveau des méthodes d'enseignement et on a des nouvelles méthodes d'enseignement. Et on le voit aujourd'hui pour intéresser le public ici présent, il faut évoluer également dans les méthodes d'enseignement. Et ces questions, elles sont d'actualité chez nous pour changer la manière d'apprendre, effectivement, et la représentation de l'enseignant et comment il dispense son savoir. Je pense que là, on a la marge de progression, on développe, on voit, il y a des courants de fond qui sont là, parce que les enseignants, quand ils arrivent chez nous, si je reprends l'exemple de jeunes enseignants, jeunes dans le métier, qui arrivent de l'industrie, ils ont 3 ans de formation à l'IFFP qui leur permettent aussi de se questionner sur les représentations qu'ils ont dans la manière d'enseigner. C'est pas parce que je suis expert que je vais avoir l'attention de ce public qui est là. Et le fait d'avoir été expert dans une entreprise et d'avoir travaillé sur un mouvement donné qui était à l'époque suffisant et garant d'avoir l'attention des élèves, aujourd'hui, ce n'est pas forcément le cas. Et on voit qu'apprendre à apprendre aujourd'hui, certains des enseignants dans les ateliers, en fait, tout ce qu'ils font, ce qu'ils font, c'est aussi de mettre les élèves à contribution dans la manière d'apprendre. Voilà, de construire leur savoir et de les impliquer dans la démarche de construction du savoir, ce qui est la démarche qui va les accompagner le reste de leur vie dans la manière d'apprendre à apprendre et d'avoir envie d'apprendre, en fait. Voilà. Donc c'est ça, clairement, les nouvelles méthodes dont vous parliez, c'est inclure l'apprenant, l'élève, l'étudiant ou l'adulte plus tard, dans la démarche d'apprentissage. Exactement. Je vous ai bien compris. Exactement, l'enjeu, il est là. Voilà. Vos propos ont fait réagir Madame Fabre et Philippe Lichia. Séverine Fabre, tout d'abord. Alors, à la convention patronale, c'est vrai que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on doit tous les 5 ans réviser les métiers de base pour voir si on est vraiment en adéquation avec les besoins de l'industrie. Mais notre réflexion, elle ne s'arrête pas là. Vous allez sortir dans 2-3 ans, 2 ans de votre formation. On se pose la question, mais qu'est-ce qu'on peut vous offrir comme formation continue ? Avant, je vous ai dit, il faut qu'on réfléchisse sur la forme.
mais c'est aussi en termes de contenu et en termes de papier pour que ça soit finalement reconnu au niveau national, évidemment, et peut-être même au niveau international. Donc c'est vrai qu'on essaie de se dire, bon, bah, vous avez la filière ES en microtechnique qui vous offre plusieurs filières, que ce soit la filière laboratoire, que ce soit la filière construction horlogère, que ce soit encore la filière, j'ai un blanc maintenant, peu importe. Vous avez différentes filières dans cette filière ES en microtechnique. Il y a bientôt aussi, dans ce cadre-là, une filière qui va s'ouvrir, c'est au niveau de la qualité, puisqu'on a vu, et c'était un besoin de l'industrie qui a été mentionné il y a quelques années notamment, où l'industrie nous a dit, dans 4 ans ou dans 5 ans, on a besoin de plus de 500 professionnels dans le monde de la qualité. On en a déjà une partie au sein de notre industrie, mais il en faudra 3 à 4 fois plus. Alors quand on entend de telles demandes de l'industrie, on se dit il faut faire un cursus. Et puis ça correspond, ce cursus dans le domaine de la qualité, particulièrement aux nouvelles compétences qu'on a identifiées dans d'autres études, en se disant finalement quels seront les métiers de demain. Alors on a dit, c'est des compétences qui seront moins répétitives, qui seront, ces compétences-là vont disparaître. Tout ce que vous avez peut-être appris à faire par habitude ou par automatisme. Par contre, on demande des compétences qui sont plus analytiques, plus stratégiques, plus de réflexion. Et typiquement, l'ES en microtechnique qui va se développer, mais qui va aussi se développer au niveau d'un CFC, c'est des compétences dont on aura besoin demain. Donc, c'est des compétences analytiques, c'est de savoir effectivement comment analyser un atelier qui a des problèmes d'efficience ou de productivité, d'appliquer des nouvelles méthodes. Et donc, et surtout ces compétences qu'on va demander et qui sont demandées au sein de l'industrie, c'est de communiquer, savoir communiquer. Ça paraît tout bête, je rebondis sur ce que disait M. Lichat tout à l'heure, c'est ces compétences transversales de savoir-faire, de savoir-être, pardon. Le savoir-faire, c'est le bagage technique, puis il y a tout ce savoir-être et dans lequel on développe ces compétences de communication, pas simplement dire à son voisin puis de communiquer, c'est vraiment de communiquer. Des projets, de communiquer autour d'une structure avec une finalité, et tout ça, ça s'apprend, et c'est des compétences effectivement qu'on doit aussi intégrer dans des cursus, que ce soit des cursus initiaux ou des cursus de formation continue. Et dans ce cadre-là, les filières qu'on a pensées pour vous, qui êtes actuellement en formation initiale mais qui allez bientôt sortir, c'est ces filières ES. Et finalement, on s'est aussi posé la question, mais là, on parle des micromécaniciens, peut-être plus, quoi qu'il y a quand même des filières, des orientations dans la filière IS en microtechnique, mais de se dire, pour les horlogers, finalement, qui ont quelques années d'expérience professionnelle, qu'est-ce qu'on peut leur offrir? Parce qu'effectivement, une fois que vous êtes horloger de production ou horloger, vous avez des formations internes dans l'entreprise qui vous permettent d'évoluer, mais quelqu'un qui aimerait faire un papier supplémentaire, avoir un titre supplémentaire, il n'y a pas grand-chose qui s'offre à vous. Alors on est dans la réflexion aujourd'hui de se dire, mais est-ce qu'on ne va pas créer aussi un brevet fédéral qui reconnaît des compétences après quelques années d'expérience professionnelle, mais qui va vous amener à être, je ne sais pas, à travailler peut-être dans les complications ou avoir des compétences spécifiques dans le SAV, quelque chose de vraiment plus pointu, qui vient au fil du temps. Et ça, on est en pleine réflexion aujourd'hui, donc c'est peut-être pas pour demain, parce qu'il faut un petit peu de temps en termes de formation et d'installation, mais on est aujourd'hui dans ce trend-là pour vous offrir finalement différentes voies possibles de formation. Philippe Licia. Oui, alors effectivement, quand M. Cochot parlait effectivement de techniques d'enseignement, c'est vrai que nous maintenant, on change pas mal nos techniques et on fait beaucoup de mise en situation. Déjà, donc on a des ateliers, les gens touchent, pratiquent, expérimentent, se trompent. Le fait de se tromper, ça réveille en eux des choses. Il y a quand même une écoute active qui se fait, des ressentis. Et après, intègre beaucoup mieux aussi les notions. Ça, c'est pour la partie vraiment purement académique. Ce qui est vraiment aussi intéressant, c'est quand on commence à faire aussi des training on the job, c'est-à-dire qu'on va vraiment dans l'industrie, qu'on va voir avec les équipes sur le terrain et qu'on puisse former les gens vraiment pour qu'ils améliorent eux-mêmes leur façon de travailler, leur atelier, leur environnement par un coaching. Donc nous, finalement, on n'a pas la solution non plus. On va simplement, par la communication, comme disait Séverine, pouvoir faire que les gens se parlent, se décloisonnent, arrivent à partager et finalement arrivent à améliorer les choses chez eux. Donc en fait, ils sont directement, c'est directement utilisable chez eux.
Parce que souvent dans les formations, on peut penser quelque chose de trop générique et pas spécialement spécifique et adapté à l'entreprise. L'avantage des formations comme ça, qui sont vraiment, peuvent être très courtes, très agiles, très sur mesure, on arrive comme ça à avoir un retour sur investissement pour l'entreprise aussi, et un bien-être aussi, une sérénité chez les collaborateurs. Parce que finalement, ils sont formés dans leur environnement, ils sont portés par une équipe, par un projet, et c'est aussi quelque chose d'assez intéressant. Puis ils ont moins l'impression de retourner à l'école, j'imagine. Donc c'est peut-être une manière de contourner l'obstacle qu'on évoquait tout à l'heure. Très bien, merci infiniment. On arrive au terme de cette première heure de discussion. Si l'un ou l'autre de nos intervenants a envie tout de suite d'ajouter quelque chose qu'on aurait oublié, eh bien qu'il le fasse. Mais il n'est pas obligé de se taire à jamais, puisqu'on va avoir ensuite les questions du public, vos questions, à la suite de tout ce qui s'est dit là. Et puis, on va pouvoir bien sûr continuer la conversation pendant encore un certain nombre de minutes, une demi-heure au maximum. En résumé, on l'a vu, la formation continue, c'est un sacré défi qui fait intervenir de nombreux acteurs. On en avait plusieurs représentants ici autour de la table. Ils nous ont bien fait comprendre à quel point cette formation continue, elle est importante pour l'horlogerie et la microtechnique dans ce domaine spécifiquement. Je crois savoir que c'est le cas de l'économie en général d'ailleurs. Elle permet d'évoluer, elle permet de rester compétitive, elle permet de répondre aux défis actuels. Et puis elle est importante aussi, on en a dit un mot, c'est un aspect important des choses sur le plan personnel, parce qu'elle nous revalorise aussi cette formation. C'est valorisant, c'est agréable d'apprendre et de se former, même si c'est un effort, quel que soit finalement notre âge et puis notre étape dans notre vie professionnelle. Alors merci à tous pour cette première partie. Merci à tous de votre participation. Et puis, comme je le disais, il nous reste 30 minutes pour continuer la discussion. La parole est à vous. J'espère que, en tout cas, cette première partie vous a intéressé et que ça a suscité de nombreuses questions et réflexions de votre part dont vous allez nous faire part maintenant. Question peut-être à côté du sujet. Au cours des tables rondes de cette session, de cette édition de EPAJ, j'ai beaucoup entendu parler de l'importance de maintenir le patrimoine, la tradition, mais hier, j'ai rencontré quelqu'un dans le bus qui était venu ici pour voir ce qu'on offrait comme instrument pour l'artisanat manuel en horlogerie et qui est reparti atterré en disant « il n'y a plus rien, il n'y a plus que des robots ». Donc, y a-t-il ou n'y a-t-il pas un décalage entre la rhétorique sur la tradition et l'artisanat et la pratique? Un autre décalage qui ne va pas tout à fait dans le même sens, c'est que les gens qui viennent de l'étranger trouvent qu'en Suisse, on est très centré, question formation, sur la création, le design, et de moins en moins sur la technique. Et puis, je me permettrai une petite pique à Madame Séverine Favre, que je trouve extraordinairement fraîche, alerte et vive d'esprit pour quelqu'un qui a fait autant d'études. Quand vous dites faire un papier et avoir un titre, faire un papier, c'est un lapsus révélateur. Dans mon métier, journaliste, faire un papier, c'est fabriquer un produit, un article qui est censé contenir un petit peu d'intelligence. Obtenir un titre, c'est une ligne dans un CV et malheureusement, il y a des gens qui pensent que dans la formation continue, peut-être moins en technique que dans les sciences humaines, il y a de plus en plus de conflits entre avoir quelque chose dans la tête et avoir quelque chose sur le CV. Merci pour vos questions et vos remarques, monsieur. On va peut-être répondre à la première partie de la question qui concerne, alors voilà, est-ce qu'il y aurait un double discours de l'horlogerie? Et j'imagine que c'est aussi une question que vous vous posez, vous, en tant qu'étudiant, puisqu'il y en a pas mal dans l'assistance. Est-ce qu'on m'a menti? Est-ce qu'on m'a fait miroiter des choses de cette magnifique horlogerie traditionnelle, etc. Alors qu'en fait, on va me faire travailler sur une machine. Qui veut répondre? Qui s'y colle? Monsieur Dubois, peut-être. Oui, je suis en train de réfléchir comment répondre de manière la plus pertinente. Il est vrai qu'il y a maintenant des tendances qui sont fondamentalement différentes en termes d'horlogerie. Avant, on parlait, effectivement, on voyait l'horloger très traditionnel. Je prenais souvent l'image avec sa grande blouse grise qui faisait une pièce de A à Z. Ce temps-là, il a un peu révolu. Il est vrai qu'il y a encore une horlogerie, je dirais, de pièces uniques, et heureusement.
Ça préserve quand même le savoir-faire de cette belle horlogerie, mais maintenant on est sur des tendances beaucoup plus industrialisées, c'est-à-dire que aujourd'hui, c'est le consommateur qui nous pousse aujourd'hui à fabriquer de manière de plus en plus rationnelle, de construire de manière de plus en plus rationnelle, de construire des mouvements sur ce qu'on appelle des codes cibles. Avant on parlait de tolérance, maintenant on parle de code cible parce qu'on a des machines justement qui ont évolué et qui viennent de plus en plus précises. Ce qu'il faut faire attention aussi, je dirais, c'est dans une entreprise, la chaîne de valeur ajoutée doit être considérée comme chaque département le client d'un autre département. J'aime bien cette notion de clientèle parce que finalement, ce qu'on recherche aujourd'hui, c'est de satisfaire le marché, de satisfaire une clientèle qui vient toujours plus exigeante. Si je prends par le passé, on admettait qu'une montre chère pouvait tomber en panne. Aujourd'hui, c'est terminé, cette notion-là. Aujourd'hui, c'est une montre, même une montre unique, ne peut pas tomber en panne. Le client qui va payer des milliers de francs pour une montre n'accepte plus qu'elle tombe en panne. Donc, ça demande des notions quand même assez différentes en termes de fabrication, en termes de maîtrise de cette fabrication, d'homogénéiser cette fabrication sur des valeurs statistiques qui sont des moyennes et des choses celles-ci. Maintenant, lorsque vous êtes horloger dans une industrie, eh bien finalement vous êtes au bout de la chaîne, vous arrêtez tout ce qui s'est passé plus ou moins bien en amont. Donc, on s'est rendu compte maintenant dans l'industrie que c'est vraiment en amont qu'il faut travailler de manière à ce que la valeur de l'horloger puisse être mise au service du produit, notamment dans la chronométrie. Je reviens aussi sur cette notion de chronométrie. On parle d'horlogerie, donc on parle d'un instrument de précision, et cette notion de chronométrie doit être assurée en même temps qu'une notion de fiabilité. Et finalement, pour assurer cela, il est vrai qu'on a travaillé sur des technologies qui permettent de fabriquer de manière fiable, rationnelle, et de mettre véritablement l'effort sur la satisfaction client, c'est-à-dire un objet de précision de mesure et fiable. Je ne sais pas si j'ai répondu un peu à votre question. Merci, Monsieur Dubois. Séverine Favre également sur cette question peut-être de la tension ou des deux aspects entre tradition et modernité, comme on dit toujours. Alors, oui, l'industrie horlogère, elle a toujours joué sur ce tableau. Quand vous ouvrez un magazine, vous voyez très souvent un horloger blouse blanche sur un vieil établi en bois, avec la barbe en plus, qui travaille tout seul de manière individuelle. Aujourd'hui, on n'est plus là-dedans. On vend du rêve par rapport à ça, on vend du rêve aux clients. Par contre, vous, confronté au métier, c'est peut-être ça, malheureusement, qui vous a peut-être attiré dans le domaine en vous disant « Moi, j'aime bien l'établi en bois, mais aujourd'hui, vous avez des établis ergonomiques. » Enfin, tant mieux, mais on n'est plus dans cette vision-là. Par contre, ça reste du marketing client. Mais contrairement à ce qu'on peut croire, c'est que d'un autre côté, cette industrie peut-être plus traditionnelle, elle garde ses savoir-faire. Et on le voit avec des métiers rares, typiquement un métier qu'on a remis au goût du jour, alors non pas par une formation qualifiante avec un titre fédéral, mais avec un papier de la convention patronale qui garantit des savoir-faire. On a remis au goût du jour le métier d'émailleur. Parce que justement, l'industrie horlogère, c'est un savoir-faire particulier dont on ne trouvait plus les compétences. Et avant qu'on ne les trouve plus du tout dans la transmission, on a décidé, avec le soutien des entreprises, de remettre cette formation au goût du jour, puis de pouvoir offrir à quelques rares jeunes, effectivement, cette formation dans l'émail. Mais on a aussi fait ce même travail avec le métier du polissage, où on voit aujourd'hui que ce métier, il évolue très vite. On a des machines de terminaison très performantes, des CN, qui peuvent faire une partie des gestes du polisseur. Mais en même temps, parallèlement, on a fait cette voie-là, donc spécifique sur la CN, mais on a aussi renforcé la formation par une autre orientation qui va dans des compétences plus sur des pièces à valeur ajoutée, donc des pièces serties ou des pièces qui sont particulières avec là où la machine ne peut pas encore aller. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est à la croisée des chemins en se disant, on voit les nouvelles technologies, on reste aussi sur nos traditions. Comment mixer tout ça pour que ça soit aussi des formations qui vous correspondent, puis de se dire, aujourd'hui, vous avez... Alors, il y a ceux qui ont peut-être envie
d'être l'horloger en blouse blanche tout seul dans son coin. Puis il y a peut-être celui qui a aujourd'hui envie de se dire « mais moi je veux être innovant, c'est la microtechnique qui m'intéresse, c'est les nouveautés ». Comment est-ce qu'on peut aussi se montrer attractif envers vous pour vous attirer dans le secteur sans vous vendre du rêve, en vous vendant la réalité, mais avec cette partie de tradition et cette partie nouvelle. Donc, on a mixé dans les plans de formation, dans les formations, que ce soit les formations initiales, mais aussi ces formations à venir, pour essayer de jouer avec tous ces facteurs. Est-ce que l'un ou l'autre... Oui, Monsieur Lichat, vous aimeriez Si je peux Monsieur peut-être Scolo, encore pardon. rajouter un petit élément, je pense que l'horlogerie suisse, elle a visé la qualité. Et puis, l'élément de... Le PHJ, c'est un salon qui montre justement l'évolution de ce qu'ils savent faire, la technologie. Elle ne montre pas forcément toute la notion de la tradition. Nous, on a amené quand même des machines pour montrer que certaines choses peuvent être faites par des machines parce qu'ils arrivent à avoir une certaine qualité, mais certaines d'autres choses ne peuvent pas être faites par des machines. Aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle qui devrait être capable de prendre des décisions, la machine elle-même, sur des tâches à faire. On n'y est pas du tout. L'être humain, aujourd'hui, quand il fait une tâche, il sait prendre tout de suite une décision s'il passer à une tâche différente ou s'il doit faire encore une autre action. Donc, le métier du polisseur, il ne va pas disparaître, bien qu'il y a des machines qui vont venir se rajouter. Pour autant aussi, je pense, les métiers traditionnels, il y a toujours des métiers qui vont rester. Par contre, fournir des outils, il y en a peut-être pas à ce salon ici en particulier, parce qu'il vise sur l'innovation, sur la nouveauté. Mais ce type de métier, il sera toujours requis. Donc, et à nouveau, je parle sur les compétences. C'est la compétence de la personne qui sait faire ce métier, elle sera toujours requise. Et même demain, peut-être, s'il y aura une machine capable de faire cette opération, il y aura besoin d'une personne capable de l'évaluer. Qu'est-ce qu'elle a fait la machine, ou de la programmer, ou de la suivre. Donc le métier ne disparaîtra pas. Bonjour. J'ai juste une question, Monsieur Dubois. On parle d'industrialisation, de plus en plus de maîtrise des procédés, des processus. Est-ce qu'on n'a pas aussi une volonté de vouloir se passer un peu de la formation continue en entreprise ? Je suis convaincu que non. Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. On met tous ces processus-là pour travailler en amont dans la fabrication. Maintenant, le réglage, je reviens sur ce que je disais, régler une montre aujourd'hui de manière à ce qu'elle réponde aux performances chronométriques reste un métier fondamental. Peut-être qu'un jour, on pourra faire un équilibrage dynamique avec des lasers, avec des choses comme ça, on y pense. Mais pour en arriver là, il faut quand même comprendre le phénomène. Donc, moi, je ne crois pas. Il faut continuer cette formation continue. Ça me paraît indispensable parce que c'est une adéquation avec justement le monde de la technologie. On a vécu pendant pas mal d'années, si vous voulez, sur une fabrication de petites séries très aléatoires. Et on avait besoin d'un nombre d'horlogers très important pour récupérer tout le malheur qu'on faisait en amont dans la chaîne de fabrication. Et c'est les horlogers qui, eux, devaient s'acharner à faire des réglages parce qu'on avait des implantations de rouage dans un mouvement qui était complètement dispersé. Donc, d'un mouvement à un autre, on n'avait pas les mêmes puissances. On a travaillé cela. Et on a pris conscience aujourd'hui qu'il faut travailler en amont. Et pour travailler en amont, justement, on a mis ces machines au service. Mais je dirais, le métier fondamental reste, évidemment, et la maîtrise de ces métiers reste. Je reviens sur mon pivotage. Aujourd'hui, certes, on a des entreprises de pivotage, mais savoir régler une machine qui fait du pivotage, ce n'est pas évident. Il faut avoir fait du pivotage, il faut comprendre ce pivotage pour pouvoir régler cette machine. Après, bien sûr, on va y mettre des opérateurs, mais donc ces métiers-là, ces fondamentaux restent. Donc pour moi, cette formation c'est indispensable de continuer de se former, tout en utilisant, évidemment, les nouvelles technologies qui sont mises à disposition pour assurer une homogénéité de fabrication de composants. Philippe Lichat, vous souhaitiez réagir également? Tout à fait. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit M. Dubois. C'est qu'effectivement, la technologie est vraiment au service du métier, au service de l'entreprise, au service de l'homme.
ce qui fait finalement la force de l'entreprise, et c'est là que les responsables, les managers, les directeurs d'entreprise doivent vraiment se rendre compte que leur force, leur vraie valeur, c'est les hommes qui composent cette entreprise. Et le but, c'est d'accompagner ces gens dans l'évolution de leur métier et en utilisant les technologies. Parce que, comme M. Dubois l'a dit clairement, c'est le besoin client qui est fondamental. Si vous regardez maintenant, on veut effectivement fabriquer une montre, mais on veut la personnaliser. Donc maintenant, on ne fait plus des montres comme avant, tout le monde a la même. Non, on veut avoir sa propre montre. Vous avez vu dans les voitures, il y a le toit d'une couleur, les rétroviseurs d'une autre, vous choisissez tout ce que vous voulez dedans. Si vous avez finalement une voiture unique, et ben maintenant, les clients veulent avoir une montre unique au prix de la masse. Et on est obligé d'utiliser les technologies, on est obligé d'intégrer ça pour rester compétitif en Suisse. Mais surtout, il ne faut pas rentrer dans ce qui s'est fait dans les années 80, où on commence à vouloir absolument optimiser, écrémer finalement, se séparer des gens. Il faut au contraire les garder, c'est ça qu'il y a de plus précieux dans l'entreprise, et pour ça, il faut les former, leur permettre d'évoluer. Et dans leur plaisir aussi, parce qu'eux aussi veulent après évoluer et pas rester sur le carreau. Donc ça, c'est à mon avis fondamental, et c'est vraiment un changement de paradigme au niveau de l'entreprise, qu'elles doivent avoir un rôle social, être sûres que finalement les gens se sentent en sécurité chez elles, en travaillant bien, en ayant du plaisir, et simplement qu'on leur donne les moyens finalement de s'épanouir et de progresser avec les technologies. Mais garder l'intelligence de l'homme. L'intelligence de l'homme, on parle d'intelligence artificielle. Je ne sais pas si vous avez tous vu War Games à l'époque, ça fait très très longtemps, hein, je suis un peu vieux. Mais quand vous voyez effectivement la machine n'a quand même pas d'âme. Qu'on le veuille ou non, il y a quand même l'être humain, il a une intelligence, mais il a aussi une âme, il a une sensibilité, il a une éthique que la machine ne pourra pas avoir comme ça. Donc il faut mettre quand même des garde-fous, et puis l'être humain est le garde-fou. Pour être reconnu dans une entreprise, il faut des titres et non des compétences. On peut avoir des titres sans forcément avoir la compétence. Et pour une entreprise, je trouve ça, personnellement, plus important d'avoir des compétences dans une formation continue que faire une formation continue pour seulement avoir le titre. Parce qu'on peut... J'ai le titre, je sais faire, mais c'est moi qui le dis, et j'ai pas forcément la compétence. Donc voilà. On en a dit un mot tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est une question très importante. Oui, on peut y revenir. Peut-être avec vous, Monsieur Lichia, ou qui veut s'exprimer en premier, je ne sais pas. Moi, je trouve effectivement très intéressant, parce que moi, je suis français à la base. Maintenant, je suis suisse aussi, donc c'est bien. Mais ce que j'ai trouvé absolument fondamental en Suisse, c'est qu'effectivement, il y avait tous ces panels de formation, depuis l'apprentissage jusqu'au doctorat, et que finalement, tout le monde avait un peu sa place. Donc, on parlait vraiment de compétences. Puis maintenant, avec les systèmes européens, on commence vraiment à tout académiser. Nous, on le voit aussi au niveau des HES, où finalement, c'était vraiment des formations orientées métiers, donc très proches, très pragmatiques du terrain. Et maintenant, on cherche effectivement à mettre des titres et des titres. Moi, je suis d'accord avec vous. Pour ça qu'on vous parle aussi beaucoup je parlais du rôle social de l'entreprise et des formations internes que l'entreprise peut donner pour finalement faire monter en compétence des personnes qui s'avèrent finalement être de bons managers. Vous pouvez être très bon technicien, mais très mauvais manager. Et souvent, c'est ce qui s'est passé aussi dans les années 90 ou 80, où finalement, vous aviez un ingénieur, pour qu'il puisse évoluer au sein de l'entreprise, il fallait qu'il manage une équipe. Et l'entreprise a gagné un très mauvais manager et a perdu un excellent ingénieur. Et souvent, c'est un peu ça. Donc, finalement, l'intérêt de ces formations continues, on a des formations certifiantes avec des crédits ECTS, mais moi, je serais quand même beaucoup plus partisan d'une formation, de montée en compétence des gens, d'accompagnement des gens, de développement des gens. Donc, un peu du sur-mesure, ce que vous disiez tout à l'heure, ce qu'on appellerait en couture du sur-mesure. Oui, Séverine Favre. Je ne sais pas si je suis la mieux placée pour répondre, vu que j'accumule les lignes sur un CV. Néanmoins, je vous rejoins sur ce que vous dites. Le titre, il est important pour votre formation de base. C'est essentiel que vous acquériez un titre, un métier. Ensuite de quoi vous construisez vos compétences. Ça peut être des formations internes en entreprise, ça peut être des formations qualifiantes, ça peut être des formations certifiantes, peu importe. Ce qui est important aussi de garder à l'esprit, c'est que quand vous restez dans une entreprise, vous suivez un cursus propre à cette entreprise, un cursus ou une progression professionnelle interne. Si un jour vous décidez de changer d'entreprise, la transparence entre les formations d'une entreprise et dans une autre entreprise ne sont pas pareilles.
Et là, les qualifications deviennent de nouveau importantes. C'est-à-dire qu'on va relire votre CV et relire les formations que vous avez suivies et qui sont qualifiantes. Surtout quand c'est des RH dans des entreprises qui ne connaissent pas forcément le système de formation, puis que leur point d'accroche, leur point de comparaison, finalement, c'est des titres. Et par contre, je vous rejoins, ce qui est important pour une entreprise, c'est les compétences du collaborateur. Et pour vous aussi, c'est d'acquérir des compétences pour être performant, à l'aise, heureux au travail et pouvoir vous épanouir. N'empêche que ces filières finalement académiques ou ces titres sont importants quand on fait justement des changements de carrière ou quand on fait des changements d'entreprise, parce qu'il y a une lisibilité à travers le marché du travail. Ah oui, c'est quand même des repères, on ne sort pas de ça. Merci infiniment. Est-ce qu'il y aurait encore une question avant qu'on conclue? Je sais que monsieur en a encore une en réserve, mais comme il s'est déjà exprimé, je donne, si vous le permettez, la parole à quelqu'un qui n'aurait pas encore eu l'occasion de poser sa question. Si ça n'est pas le cas pour l'instant, la parole est à vous et je demanderai du coup à nos orateurs une réponse relativement courte puisqu'on est censé libérer les lieux dans 5 minutes. L'un de vous a signalé que ce salon montrait plutôt la face high-tech de l'horlogerie, ce qui ne voulait pas dire que la face de tradition n'existait pas. Que pensez-vous de ces salons, hélas, éphémères qui se sont tenus à Genève? Il y a eu au centre de conférence, il y a quelques années, pendant 2 ou 3 ans, un salon des jeunes stylistes qui n'a pas tenu le coup. Et je le regrette, d'autant plus si vous me permettez de raconter une anecdote qui sans doute va vous amuser. J'ai rencontré un styliste, un créateur hollandais qui connaissait rien à l'horlogerie 2-3 ans avant. Il avait gagné une médaille à un jeu de quilles, de bowling, et il est allé chez le graveur prendre sa médaille qui n'était pas encore prête, et il a dû regarder tout le travail pour fabriquer la médaille, et il est ressorti en disant « je vais devenir horloger ». Je pense qu'il m'a dit la vérité. Je trouve cette histoire extraordinaire. Mais donc, que pensez-vous du manque de souffle de ce salon? Et il y en a eu un autre au casino près de l'aéroport. Je crois qu'il n'a tenu qu'1 ou 2 saisons. Je me trompe peut-être. Et juste une brève remarque sur la formation continue. Dans le domaine technique, je pense qu'elle est quand même réelle et sérieuse. Et il faut bien que quelqu'un contrôle la réalité. C'est les titres. Mais j'ai eu la surprise il y a quelques années d'entendre le professeur Waldvogel, le plus célèbre mandarin médical de Suisse, et il était, je crois, président du conseil des écoles polytechniques. Il a dit une fois, peu avant sa retraite, il a parlé du désastre de notre formation continue. Malheureusement, il n'a pas beaucoup élaboré, mais ce que je peux dire, je crois qu'il a dit ça il y a 10 ou 15 ans, je n'en ai jamais entendu discuter nulle part, jamais. Sauf aujourd'hui au salon de l'EPAJ. Vous avez bien fait de venir, monsieur. Merci pour votre remarque et pour l'anecdote. Très brièvement, est-ce que quelqu'un veut réagir? Moi, personnellement, je ne connais pas vraiment les salons que vous mentionnez. Donc, voilà, mais c'est vrai que de toute façon, c'est toujours un problème de fréquentation, j'imagine. L'argent est toujours bien présent. Il faut que ce soit rentable un petit peu pour les entreprises aussi. Ce n'est pas toujours facile de trouver sa clientèle, peut-être, ou les gens qui viennent. Voilà. Je crois que de toute façon, nos invités n'étaient pas présents aujourd'hui pour commenter l'existence de ce salon. La problématique qui nous occupait, vous l'avez bien compris, était centrée sur la formation continue. Peut-être le mot de la fin pour Séverine Favre. Je ne sais pas si c'est le mot de la fin, mais juste les salons évoluent terriblement vite également. Et puis je crois que le public qui visite ces salons, ils attendent aussi des nouveautés. Et dans le cadre de la formation, il y a énormément de choses qui se font dans les salons. Vous avez la Cité des métiers ici sur Genève qui est toujours dynamique pour montrer aussi les métiers de la microtechnique et les métiers horlogers. On a les métiers, ces salons-là sont représentés aussi dans les autres régions de Suisse romande. Et puis pour essayer d'attirer le public, un public peut-être plus familial, on a aussi développé c'est pas nous qui avons développé, mais vous avez peut-être entendu parler des SwissSkills, qui est un énorme salon sur la formation professionnelle qui se déroule maintenant tous les 2 ans à Berne. C'est des nouveaux salons qui sont avec peut-être un nouveau public cible, viser les jeunes, viser les parents, pour montrer aussi tout le dynamisme de tous les métiers, pas seulement les métiers techniques. Et puis c'est peut-être aussi cette évolution-là qu'on vit à travers ces différents salons. Puisque ce n'était pas le mot de la fin, mais le titre... Avant qu'il soit une ligne dans un CV, entre autres lignes, il est d'abord
une feuille parchemée, illustrée, bien ornée, et c'est le travail d'un artiste. Oui. Et que quoi qu'il en soit, formation continue, c'est un additif en plus. Et que d'ailleurs, dans la pratique, on a le don, on a le talent. Et si on suit en formation pratique, ce n'est que pour aiguiser le talent qu'on a. Merci. Merci à vous, c'était donc une remarque et le mot de la fin cette fois je crois, sauf si quelqu'un a envie de réagir. Mais comme il est l'heure, il me reste tout simplement à vous remercier encore une fois infiniment de votre participation, non seulement tous les gens qui sont ici autour de la table, mais également ceux qui sont venus nous écouter et participer. Et je vous souhaite tout simplement à tous et toutes un très bon appétit et un bon salon. Merci beaucoup.